Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc on continue, Inch'Allah, notre série de cours sur la jurisprudence du mariage, de la compagnie entre les époux de Cheikh Sulayman al-Hayri. Donc on était rendu aux conditions du mariage. On s'est arrêté à la 4e condition, qui est le témoignage. Donc Cheikh Sulayman, il dit, le contrat de mariage n'est pas valide qu'avec 2 témoins chez la plupart des savants. Donc, presque tous les savants, ils disent que le mariage n'est pas valide tant qu'il n'y a pas eu 2 témoins. Et le professeur Salim, il dit à ce sujet, il dit: un mariage n'est jamais achevé sans la présence du tuteur de la femme et de 2 témoins de bonne conduite. Et quelconque mariage n'est pas sur cela, c'est-à-dire avec un tuteur et 2 témoins de bonne conduite, le professeur Salim dit, ce mariage est nul, c'est-à-dire qu'il est invalide. Ce hadith est jugé bon par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc il faut obligatoirement la présence de 2 témoins de bonne conduite. Donc Cheikh Sulayman, là, il cite les conditions du témoin pour que son témoignage soit pris en compte. Quelles sont les conditions que le témoin doit avoir pour que son témoignage soit pris en compte? Qu'il doit être un homme, première condition du témoignage, et qu'il doit être un homme et pas une femme. Le témoignage de la femme sur le mariage n'est pas pris en compte, donc un homme. Deuxième condition du témoignage, qu'il soit juste et de bonne conduite. Le pervers, donc le pervers, son témoignage n'est pas accepté lors du contrat de mariage, il ne compte pas. Donc il doit être un homme et non une femme, juste et de bonne conduite, et non pervers. S'il s'adonne par exemple à l'usure, au mensonge, à la fornication, etc., son témoignage n'est pas accepté, il n'est pas pris en compte. Troisième condition du témoin, il doit avoir toute sa raison et ne pas être fou. Quatrième condition du témoignage, il doit être pubère. Et cinquième et dernière condition du témoignage, qu'il doit être musulman et non mécréant. Donc bon, ça, c'est les 5 conditions que le témoin doit avoir pour que son témoignage soit pris en compte. Et comme on a dit, il doit avoir 2 témoins. Un n'est pas suffisant, 2 témoins justes et de bonne conduite, avec les conditions qu'on a citées. Donc ça, c'est en ce qui concerne cette condition-là, qui est le témoignage, qui est une condition de la validité du mariage. Donc après, Cheikh Sulayman, il ramène une autre question, qui est l'équivalence et l'égalité de la situation des 2 époux. Est-ce que ça, c'est une condition ou pas? Le fait que les 2 époux soient égaux dans leur situation, soient proches dans celle-ci. Ce qui est voulu ici dans l'équivalence, justement, et l'égalité de ça, c'est l'égalité du niveau social, origine, religion et chasteté. Est-ce que ça, c'est une condition ou pas que les 2 mariés soient proches dans ces derniers, c'est-à-dire au niveau social, origine, aspect religieux et chasteté. Est-ce que ça, c'est une condition ou pas qu'ils soient proches ou égaux ou proches dans ces derniers-là? Donc Cheikh Sulayman, il dit que la plupart des savants disent que ça, c'est pas une condition par rapport au niveau social et origine. Il n'est pas une condition de la validité du mariage que les 2 époux soient proches au niveau social ou égaux. Et pareil à ce qui est en rapport avec l'origine. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il dit quoi dans le Coran? Il dit: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux.
Donc il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, si ce n'est par la piété. Donc ça, c'est pas une condition que les deux époux soient similaires ou bien égaux dans leurs origines. Car là, il dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe si ce n'est pas si ce n'est par la piété. Donc ça, c'est pas obligé. La similitude, ou bien l'équivalence dans les origines. Et pareil au niveau social. Car pourquoi? Car ce qui est considéré, c'est la religion de la personne. Et son comportement. Et non son niveau social. Donc ce qui est en rapport avec le niveau social et le rang de la personne et les origines, ça ce n'est pas une condition de la validité du mariage, que les deux époux soient égaux ou proches en ce qui concerne le niveau social et les origines. Par contre, ce qui est une condition, c'est qu'ils soient égaux dans la chasteté et la religion. Ça, c'est considéré. L'aspect religieux, le comportement et la chasteté. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Car on ne marie pas un fornicateur à une femme chaste. Et on ne marie pas une fornicatrice à un homme chaste. Donc là, ce qui est voulu de la fornicatrice ou le fornicateur, c'est ceux qui persistent à forniquer. Après, celui qui s'est repenti, c'est autre chose. Il est plus considéré comme fornicateur, celui qui s'est repenti. Là, ce qu'on dit fornicateur, fornicatrice, c'est celui qui continue à faire ça. Cette personne-là, qui continue, elle s'est pas repentie, elle continue à faire ça, ces choses-là. Il est interdit de marier le fornicateur à une chaste, ou bien une fornicatrice à un chaste. Comme Allah le dit dans le Coran, Allah il dit, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Donc là c'est clair. Que le fornicateur, il est interdit de le marier à une chaste. Et le contraire. Et le mariage n'est pas valide. Donc c'est pour ça que là, ici, dans ce qui est voulu dans l'équivalence, c'est qu'il doit être égaux aux proches au niveau religieux et au niveau chasteté. Mais en ce qui concerne l'égalité dans le niveau social et le rang social et aussi l'origine, ça c'est pas une condition. Comme on a dit, la condition de la validité du mariage, faut qu'il y ait la religion et la chasteté. Donc on ne marie pas un pervers à une femme chaste et pieuse. On ne marie pas une pervers ou une fornicatrice ou une pervers à un homme pieux et chaste. Et pareil pour, par exemple, on ne marie pas quelqu'un qui fait partie des gens de l'innovation à une femme qui n'en fait pas partie. Et le contraire. On ne marie pas un homme qui ne fait pas partie des gens de l'innovation, un homme qui fait partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, Salafi, on ne le marie pas à une femme qui fait partie des gens de l'innovation. C'est pour ça qu'on dit, là, parmi les conditions du mariage, il faut qu'ils soient égaux aux proches au niveau religieux et au niveau chasteté. Et non au rang social et origine. Ça, c'est pas une condition. Qu'ils soient égaux dans ça. Donc, voilà pour ce qui est des conditions du mariage. Le cheikh a fini avec les conditions du mariage.
il va passer à la dot. Donc ça, la dot, ça c'est pas une condition. C'est obligatoire, mais la dot ne fait pas partie des piliers du mariage et des conditions du mariage. Pourquoi? Car le contrat de mariage est valide sans donner la dot et la cité dans le contrat de mariage. Donc c'est pour ça que c'est pas une condition. Le mariage est valide sans donner la dot lors du contrat du mariage et sans la citer. Mais il est obligatoire après de la donner quand même. Le mariage est valide, mais il est obligatoire de le citer après, plus tard. Et lorsque le mari a la possibilité de la donner, il est obligatoire. Mais ce n'est pas une condition de la validité du mariage. Donc Cheikh, là, il va parler de ça, qu'on va voir Inch'Allah au prochain cours. Et là, on a fini avec les piliers du mariage et les conditions. Donc voilà. Là, comme on a dit, les piliers en résumé, les deux gros piliers du mariage, c'est quoi? C'est la présence c'est-à-dire qu'il y ait un époux et une épouse. Il ne peut pas avoir de mariage sans époux et épouse, c'est pas possible. Deuxième pilier, on a dit, il faut que la formule de mariage, la demande du tuteur et l'acceptation du prétendant. Et on a dit quelle est la formule correcte pour que le mariage soit valide. On a précisé ça dans les cours d'avant, précédents. Après, parmi les conditions du mariage, on a dit, première condition, c'est de préciser les deux époux. Surtout celui qui a plusieurs enfants, plusieurs filles, par exemple, il doit préciser laquelle fille qu'il va marier. Il ne suffit pas de dire je te marie ma fille, et lui il a plusieurs filles. On ne sait pas c'est qui. Il est obligé soit de la montrer, soit de la nommer. Pareil pour l'époux, il faut préciser l'époux lors du contrat, s'il n'est pas présent, bien sûr. Si c'est quelqu'un qui prend sa place, il lui donne une procuration pour qu'il prenne sa place pour le marier. Il est obligé de le préciser. Deuxième condition, donc première condition du mariage, la validité du mariage, préciser les deux époux lors de l'assise du contrat. Deuxième condition, d'avoir la satisfaction et le consentement des deux époux à se marier avec l'autre. Troisième condition de la validité du mariage, on a dit le tuteur, l'autorisation du tuteur de la femme à se marier avec un tel. C'est obligatoire ça. Après on a dit l'ordre, quels sont les tuteurs de la femme pour la marier. On a cité l'ordre qui est prioritaire, et s'il n'est pas là c'est qui le deuxième, le troisième, etc. Après on a cité aussi les conditions du tuteur pour que sa tutelle soit valide et considérée lors du mariage. On a cité les conditions de la tutelle. Et quatrième condition qu'on vient de citer dans ce cours, quatrième condition, c'est le témoignage. Comme on a dit, il faut absolument 2 témoins justes et de bonne conduite. Et on a cité aussi les conditions du témoin pour que son témoignage soit valide. Et en dernier, après, on a cité aussi l'équivalence. C'est-à-dire l'égalité, la similitude dans les situations de l'époux et de l'épouse. Il faut absolument qu'ils soient proches au niveau religieux et chasteté. Tandis que le rang social, niveau social et origine, ce n'est pas une condition. Et donc voilà. Donc lors du contrat de mariage, le tuteur doit être présent. La mariée, c'est pas obligé ça qu'elle soit présente, la mariée, lors de l'assise. Le tuteur, c'est lui qui la représente. Après l'accord de la mariée, de la femme, et sa satisfaction, le tuteur, c'est lui qui doit être présent lors du contrat de mariage. C'est lui qui représente la femme. C'est lui qui la représente. Donc la femme, c'est pas obligé qu'elle assiste, au contraire. Le tuteur est là pour ça, pour représenter la femme. Avec la présence des 2 témoins, comme on a dit, les 2 témoins, et le marié. Soit le marié, soit quelqu'un qui prend sa place
admettons que le marié ne peut pas venir, ou bien il a une quelconque excuse, il peut confier cela et donner une procuration, c'est-à-dire oralement, à quelqu'un qui va prendre sa place pour le marié. Donc même le marié, il n'est pas obligé d'être là lors du contrat de mariage. S'il est là, c'est bien. S'il n'est pas là, il confie cela à quelqu'un d'autre qui va le marier. Voilà. Avec la formule, comme on l'a précisé dans les cours précédents. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.